Des centaines de vaisseaux spatiaux diplomatiques décollent de la Terre et se dirigent vers l'espace. Lorsqu'ils atteignent leur destination, ils sont accueillis par des vaisseaux extraterrestres. C'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. On a réussi à les détecter il n'y a pas si longtemps, dans un système stellaire très proche de chez nous. Celui de Proxima Centauri. Cette étoile, une naine rouge, est la plus proche de notre système solaire. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil, et donc seulement 50% plus grande que Jupiter. Mais Proxima Centauri est 8 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce système stellaire se trouve à 4,2 années-lumière. C'est le temps qu'il faut à un photon pour voyager de cette étoile à la Terre. À titre de comparaison, il ne faut que 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. Si tu décidais de te rendre sur Proxima Centauri, il te faudrait environ 73 000 ans avec une fusée classique. C'est plus long que l'existence même de notre civilisation intelligente. Mais ce n'est pas l'étoile elle-même qui nous intéresse, c'est la planète qui est en orbite autour d'elle. Il s'agit de Proxima Centauri b. Elle est 17% plus grande que la Terre et environ 10% plus lourde. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 7,3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 20 fois plus loin. Mais l'étoile haute, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle n'émet pas autant de lumière et de chaleur que notre Soleil. La planète Proxima Centauri b se trouve donc en plein dans la zone habitable de l'étoile. Elle est située à une distance si parfaite de son étoile mère qu'il n'y fait pas trop chaud et qu'elle ne se transforme pas non plus en un bloc de glace. En d'autres termes, la température qui y règne permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Cela signifie que Proxima Centauri b pourrait abriter la vie. Mais d'autres observations de la planète ternissent quelque peu le tableau. L'étoile haute est très instable. Sa luminosité change trop fréquemment. En 2017, les astronautes ont été témoins d'un flash catastrophique. L'étoile a accru sa luminosité près de 1000 fois pendant 10 secondes. Avant cela, il y a eu un autre flash, plus faible. La planète a reçu une énorme quantité de radiation. S'il y avait eu de la vie là-bas, cette éruption l'aurait complètement anéantie. Dans l'ensemble, Proxima Centauri b reçoit environ 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les organismes vivants complexes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Les scientifiques affirment que même s'il y avait une atmosphère et un océan sur Proxima Centauri b, ce rayonnement constant les ferait tout simplement disparaître de la planète. Proxima Centauri b est si proche de son étoile haute qu'elle est en rotation synchrone avec celle-ci. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, tout comme la Lune est toujours tournée vers la Terre du même côté. Cela signifie qu'une seule face de la planète reçoit cette terrible quantité de radiation. Et certains experts spéculent qu'une civilisation intelligente pourrait vivre sur le côté sombre de la planète. C'est peut-être cette civilisation qui nous a envoyé l'étrange signal que les astronomes ont capté en 2019. Les scientifiques l'ont décrit comme une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Ce signal radio a été observé pendant 30 jours par l'un des radiotélescopes de la Terre. Les scientifiques ont pensé que le signal était artificiel et qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. On peut supposer que le signal provenait de Proxima Centauri b ou de l'une des lunes qui pourraient se trouver dans ce système stellaire. Mais d'autres observations n'ont pas permis de détecter à nouveau le signal. Désormais, la principale théorie affirme que ce signal radio n'était qu'une sorte d'interférence provenant d'une technologie terrestre. Mais que se passerait-il s'il avait vraiment été envoyé par une civilisation vivant sur la face cachée de Proxima Centauri b? Eh bien, nous pourrons bientôt le découvrir avec certitude. Un tout nouveau télescope est en train d'être lancé dans l'espace. Il s'agit du télescope spatial James Webb. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Une fusée d'appoint décollera de la Terre et entrera en orbite. Puis elle livrera le télescope à un point précis, entre notre planète et le Soleil, où leurs forces gravitationnelles sont à peu près égales. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse dans l'espace, contrairement à la surface de la Terre. Il n'y a pas non plus de nuages ou d'autres conditions météorologiques qui pourraient gêner le télescope. Le télescope spatial James Webb remplacera le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 1990. Ce nouveau télescope coûte 9,8 milliards de dollars. Et voici pourquoi. Il utilisera un miroir aussi large qu'un ring de boxe. Cela lui permettra de voir très loin dans l'espace. Si loin d'ailleurs, que la lumière de certains événements qui s'y déroulent n'aura pas encore atteint la Terre. Cela signifie que nous pourrons littéralement regarder dans le passé. Le télescope spatial James Webb verra l'univers presque immédiatement après le Big Bang. Nous verrons comment les premières étoiles et galaxies sont nées et comment l'univers s'est transformé en ce que nous observons aujourd'hui. Mais ce télescope
pourra aussi être utilisé pour examiner Proxima Centauri B. Les astronomes y chercheront de la lumière artificielle, comme les lumières LED que nous avons sur Terre. Si Proxima Centauri B abrite vraiment de la vie sur sa face sombre, alors les habitants ont dû apprendre à transférer la chaleur et la lumière de sa face éclairée. Et ils doivent aussi utiliser une lumière artificielle pour alimenter la vie de leur côté. Le télescope spatial James Webb est suffisamment puissant pour distinguer les ondes lumineuses émises par l'étoile de celles qui pourraient être créées artificiellement du côté obscur de la planète. Et si nous détectons effectivement une lumière artificielle, nous aurons la toute première confirmation qu'une civilisation intelligente pourrait exister en dehors de notre système solaire. Mais il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs et l'interprétation des données. La seule façon d'établir la vérité une fois pour toutes est d'envoyer une sonde spatiale vers Proxima Centauri B. Nous pourrons alors obtenir de vraies photos de la planète. Le principal problème est la distance. Bien que Proxima Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre, il faut quand même des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Après tout, la sonde spatiale Voyager 1 a eu besoin d'environ 44 ans rien que pour quitter le système solaire. Et ce n'est qu'un minuscule pas par rapport à la distance réelle de l'étoile la plus proche. Nous avons donc besoin d'autres méthodes de déplacement, et elles doivent être beaucoup plus rapides. Certains scientifiques veulent envoyer des microsondes vers Proxima Centauri B. Elles ne sont pas plus lourdes qu'une aiguille à coudre. Un véhicule de lancement déploiera environ 1 millier de ces sondes en orbite. Puis elles déploieront une voile spatiale. C'est un matériau ultra léger qui utilisera la puissance de la lumière pour créer une poussée. Lorsque la voile sera déployée, un puissant faisceau laser sera concentré sur elle. Cela accélérera les sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ce sera un record de vitesse absolue selon les normes actuelles. Mais il faudra encore environ 21 ans pour que ces sondes atteignent leur destination. Et nous devrons attendre environ 4 ans de plus pour recevoir le premier signal de leur part. Le système stellaire de Proxima Centauri n'est pas le seul monde à accueillir potentiellement la vie. Et l'une des tâches du télescope spatial James Webb est d'en trouver d'autres. Les puissants instruments du télescope lui permettront de trouver des planètes relativement froides, où les températures sont proches de celles de la Terre. Nous pourrons étudier en détail environ 2 douzaines de systèmes stellaires proches. Et nous pourrons détecter non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi leurs lunes. Les scientifiques s'attendent à un bond dans la découverte d'exoplanètes. Dès la mise en service du télescope en 2022, nous détecterons constamment de nouveaux mondes et en apprendrons davantage sur ceux qui ont déjà été découverts. Le télescope spatial James Webb nous permettra aussi de mieux étudier notre propre système solaire, et notamment la lune de Jupiter baptisée Europe par exemple. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau là-bas. Bien qu'Europe ressemble à un bloc de glace, l'interaction gravitationnelle de la Lune avec Jupiter réchauffe son noyau. Cela fait probablement fondre la glace située profondément sous la surface. Il est donc probable qu'il y ait un océan sous la croûte de glace. Des conditions similaires pourraient exister sur Encelade, la lune de Saturne. Cette lune est géologiquement active. Il y a des geysers qui jaillissent des fissures à la surface du satellite. Les instruments infrarouges du télescope spatial James Webb pourront explorer Europe et Encelade, à la recherche de biosignatures. Ce sont les traces d'activité d'organismes vivants ou de bactéries. Ce télescope est prévu pour fonctionner pendant environ 6 ans. Mais à l'avenir, nous en lancerons un encore plus grand. Il s'appelle LUVOIR, qui est l'acronyme de Large UV Optical Infrared Surveyor. Son miroir sera 2 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb et presque 7 fois plus grand que celui de Hubble. Il devrait être lancé en 2039 et mis en orbite à l'aide d'une fusée super lourde. Puis, il faudra livrer le télescope à sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite, il commencera ses observations. Nous pourrions apprendre à voyager plus vite que la vitesse de la lumière à ce moment-là. Ensuite, si nous trouvons une planète potentiellement habitable à l'aide du télescope, nous pourrons y envoyer une sonde spatiale ou même une équipe d'explorateurs. Dans ce cas, une rencontre diplomatique avec une civilisation extraterrestre pourrait devenir réalité. Jupiter a 79 lunes connues et les 4 plus grandes qui sont particulièrement intéressantes sont appelées les lunes galiléennes. Elles ont été nommées d'après Galileo Galilei qui les a découvertes au XVIIe siècle. Elles ont quelque chose en commun, mais en même temps, elles sont toutes très différentes. Europe est la plus petite des lunes galiléennes avec un diamètre de 3000 km. Elle tourne autour de Jupiter tous les 3 jours et demi. Les premières images que nous avons reçues de cette lune ont été prises dans les années 1970. Sa surface est principalement constituée de glace d'eau. La surface d'Europe est creusée de longues fractures, souvent larges d'1 kilomètre, qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres.
Elles se sont probablement formées lorsque la croûte s'est écartée sous l'effet des forces de marée dans le mystérieux océan qui se trouve sous la surface. En 2012, les scientifiques ont découvert des panaches de vapeur d'eau en éruption près de son pôle sud, s'élevant jusqu'à 200 km d'altitude. Ces panaches peuvent nous aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'Europe sans avoir à y atterrir. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un magnifique océan caché à 15 à 25 km sous la surface solide. Cet océan pourrait avoir une profondeur de 65 à 160 km. Même s'il ne fait que un quart du diamètre de la Terre, il contiendrait 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Cet océan est un environnement potentiel pour certaines formes de vie. Les scientifiques pensent que toute la croûte de glace flotte sur cet océan. Elle fait probablement une rotation complète autour d'Europe une fois tous les 12 000 ans. Sur l'image prise par le vaisseau spatial Galileo, on peut voir de petites taches marron foncé. Elles font 10 km de large et se sont formées lorsque des matériaux chauds et moins denses sont arrivés à la surface. Ils ont soit poussé la croûte, soit ils l'ont entièrement traversée. La surface d'Europe est constituée de terrains dits chaotiques. Ce sont des zones rugueuses entourées d'une surface plus lisse. Son équateur pourrait être recouvert de pointes de glace appelées pénitentes qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Nous en avons aussi sur Terre, surtout dans les zones sèches à haute altitude. Mais aucune d'entre elles n'est aussi grande que celle d'Europe. Notre Lune compte plus de 5000 grands cratères d'un diamètre de plus de 25 km. La surface d'Europe manque de cratères d'impact et ne semble pas avoir plus de 50 millions d'années. Cela signifie que la surface d'Europe change et se reforme en permanence. Cette Lune est glacée et est l'un des objets spatiaux solides les plus lisses de notre système solaire. Pour cette raison, elle est 5 fois plus brillante que notre Lune. Europe est soumise à un souffle constant de radiation provenant de Jupiter. Il est tellement fort que nous ne tiendrions même pas une journée là-bas. Europe est 5 fois plus éloignée du centre de notre système solaire que la Terre, ce qui signifie qu'elle ne reçoit presque pas de chaleur du Soleil. Elle peut donc rester gelée, puisque la température moyenne est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur et de moins 220 degrés Celsius au pôle. Il y a environ 40 ans, la sonde spatiale Voyager 1 s'est approchée de la lune rocheuse Io et a découvert que c'est une championne volcanique de notre système solaire. Io est la 5e lune la plus proche de Jupiter. Elle a 4,5 milliards d'années, presque le même âge que Jupiter elle-même. Sa taille est similaire à celle de notre Lune et elle a même une densité et une gravité similaires. De nombreuses lunes de notre système solaire sont composées de silicates et de glace d'eau, mais Io est faite de roches de fer et de silicates. Tu pourras voir de magnifiques aurores polaires sur Io. Comme cette lune tourne autour de Jupiter, les aurores changent de luminosité en permanence, mais elles sont toujours là. Io est relativement proche de Jupiter, à près de 420 000 km au-dessus du sommet de ses nuages. Si tu pouvais te tenir sur Io et regarder Jupiter, elle apparaîtrait presque 40 fois plus grosse que notre Lune dans le ciel. Observer les étoiles là-bas serait incroyable. Io a besoin de 42,5 heures pour tourner autour de Jupiter. Notre Lune a besoin de presque un mois. À certains moments, l'effet de marée d'Io peut atteindre jusqu'à 100 mètres. C'est similaire à ce que nous avons sur Terre. La gravité de notre Lune provoque des marées océaniques. Io n'a pas d'océan, mais le sol lui-même bouge. Il monte et descend. Un peu comme un ascenseur qui monte et descend dans un immeuble de 30 étages. La gravité de Jupiter et de ses autres grosses lunes affecte Io. C'est pourquoi les marées du sol solide à sa surface sont plus de 5 fois supérieures aux plus hautes marées océaniques de notre planète. Tout cela rend Io si chaude à l'intérieur que certains de ses matériaux internes fondent, bouillonnent et tentent de s'échapper par tous les moyens possibles. Cela finit par créer un trou dans le sol qui se transforme ensuite en volcan. En termes volcaniques, Io est le corps le plus actif de notre système solaire. Elle en compte plus de 400, dont 150 sont en éruption permanente. Certains d'entre eux projettent leur panache de gaz chaud à 320 km dans l'espace. Il serait difficile de s'y promener car il s'agit essentiellement d'un monde assez intense de plaines inondées de roches liquides, d'énormes coulées de lave, de multiples lacs de lave et de montagnes géantes qui s'effondrent.
Ganymède, la plus grande lune connue du système solaire, abrite aussi le plus grand océan d'eau. Elle est 26% plus grande que Mercure en termes de volume, mais elle est moins dense. Cette lune géante possède une épaisse croûte de glace d'eau de 145 km de profondeur. Il pourrait y avoir un énorme océan d'eau liquide en dessous, s'étendant sur 100 km de profondeur, ce qui est environ 10 fois plus profond que le point le plus profond des océans sur Terre. La sonde spatiale Voyager y a aussi détecté des calottes polaires faites de givre d'eau. Ganymède est composé à moitié de roches et à moitié d'eau, y compris de minuscules quantités de métaux et de glace. Son atmosphère est très fine et ne contient pas d'oxygène. Son océan ne contient très probablement pas de vie. La Terre est un excellent exemple de la façon dont certains microbes et créatures peuvent survivre en profondeur sans la lumière du Soleil. Mais l'océan de Ganymède est si profond et la pression est si forte que l'eau au fond est probablement comprimée et redevient de la glace. Certaines formes de vie dans les zones les plus profondes de notre océan survivent grâce aux évents géothermiques qui éjectent des minéraux. Comme il y a probablement une épaisse couche de glace entre l'océan et le noyau, ce n'est pas le cas sur Ganymède. Mais l'océan y est salé et comporte plusieurs couches divisées par des couches de glace. S'il y a la moindre chance d'y trouver une forme de vie, elle pourrait se trouver dans la partie où le noyau rocheux est en contact avec la couche glacée la plus interne. Sans toute cette eau et cette glace, Ganymède est la seule lune de tout le système solaire à posséder un champ magnétique. Cela est rendu possible par son noyau liquide. Ganymède fait le tour de Jupiter environ une fois tous les 7 jours. Son orbite est excentrique, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle est plus proche de Jupiter. Ganymède, Io et Europe ont des forces gravitationnelles qui s'influencent mutuellement. Le temps que Ganymède tourne autour de Jupiter une fois, Europe effectue 2 orbites et Io en fait 4. Un tiers de la surface de Ganymède contient de grandes régions sombres, tandis que les 2 autres tiers sont plus clairs. Les zones sombres sont plus anciennes et contiennent plus de cratères. Les zones plus claires ont de longues crêtes et des rainures d'environ 700 mètres de haut et des milliers de kilomètres de long. Callisto, la 3e plus grosse lune du système solaire, avec 4800 km de diamètre, a besoin de 17 jours terrestres pour tourner autour de Jupiter. Son atmosphère est très fine, sa surface comporte de nombreux cratères d'impact, mais son ancienne croûte est essentiellement la même depuis plus de 4 milliards d'années. Lorsqu'une planète est géologiquement active, comme la Terre, certaines choses peuvent effacer la plupart des preuves des impacts passés. L'eau, les volcans, les mouvements des plaques tectoniques, l'activité humaine et le temps. Tout cela modifie la surface. Callisto n'a connu aucun de ces phénomènes. Les scientifiques pensent que cette lune était autrefois un monde océanique qui a fini par geler. Elle a été frappée par des météores de temps en temps, mais elle est globalement restée intacte. Pourtant, elle possède des cratères assez impressionnants, comme Valhalla, le plus grand cratère à anneaux multiples de notre système solaire, qui mesure 4000 km de diamètre. Les principaux cratères sur Callisto contiennent plus d'anneaux que ceux des autres corps célestes. Ce qui a frappé cette lune était suffisamment gros pour avoir perforé la fine croûte, ce qui a permis à l'eau de se répandre à la surface. Et sous cette fine croûte, il pourrait y avoir un océan salé ou de la glace molle. La sonde spatiale Galileo a détecté que le champ magnétique de Jupiter ne pouvait pas traverser cette lune, probablement à cause d'une couche d'eau d'au moins 10 km d'épaisseur. C'est pourquoi il est difficile d'explorer Callisto. Les lunes comme Europe ont des évents qui éjectent l'eau des océans souterrains. Mais pour explorer Callisto et en découvrir davantage sur son passé, il faudrait utiliser la méthode ancienne, creuser à travers la croûte. Si nous voulions explorer les parties extérieures de notre système solaire, Callisto serait un endroit idéal, car les radiations de Jupiter ne l'atteignent pas. Nous y serions donc plus en sécurité que sur certaines autres lunes intérieures. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire.
Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km par seconde. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde.
Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commande à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Ça y est, le télescope James Webb a été entièrement déployé. Si tu t'intéresses à l'astronomie ou à l'espace, tu peux te réjouir de cette avancée. Et voici pourquoi. Pour commencer, il est énorme. Le miroir primaire du JWST fait plus de 6 mètres de large. Le télescope spatial Hubble, le précédent plus grand œil de l'espace, a un miroir d'environ 2,27 mètres. À titre de comparaison, si tu plaçais les 2 télescopes côte à côte, ce serait comme mettre un cheval à côté d'un éléphant. Un gros éléphant adulte. Il y a une raison parfaite pour laquelle le Webb, comme on l'appelle affectueusement, est massif. Ce n'est pas un télescope optique au sens traditionnel du terme, comme la plupart de ses semblables. Le JWST est un télescope infrarouge. Il perçoit la chaleur. La lumière infrarouge a une longueur d'onde plus longue que la lumière visible. Il a donc besoin d'un miroir plus grand pour focaliser cette lumière. Avec le télescope spatial James Webb, nous avons 2 choses jamais vues auparavant. D'une part, une technologie inédite et d'autre part, des missions scientifiques incroyables. Les missions et la technologie sont toutes 2 à la pointe du progrès. Le Webb est un exemple classique d'ingénierie au service de la science.
Grâce à sa plus grande capacité de collecte lumineuse, le télescope spatial James Webb pourra capter des images de choses que nous n'avons jamais pu voir auparavant, mais que nous avons toujours voulu voir. Des choses comme les exoplanètes, les premières galaxies de l'univers, et des étoiles et des planètes se formant à l'intérieur de nébuleuses. Sans compter qu'il y aura aussi sans doute beaucoup de surprises. Le télescope spatial James Webb a plusieurs trucs technologiques dans sa manche qui promettent de déboucher sur les plus grandes découvertes scientifiques. Le Webb possède un coronographe, qui plus est, très spécial. Le coronographe est l'outil qui permettra de prendre les premières vraies photos d'exoplanètes. Le coronographe bloque la lumière vive et ponctuelle des étoiles dont nous savons déjà qu'elles ont des planètes en orbite autour d'elles. Sans le coronographe, la lumière de ces étoiles rendrait les choses trop brillantes pour voir les exoplanètes, qui sont des centaines de milliers de fois plus ternes que leur étoile. Mais avec le coronographe qui bloque la lumière des étoiles, les exoplanètes sont visibles. Et le coronographe du JWST peut bloquer la lumière d'une centaine d'étoiles en même temps. Nous pouvons nous attendre à un essaim d'exoplanètes. Cela nous amène au prochain gadget high-tech dont le JWST est équipé, un spectrographe sans fente. Habituellement, un spectrographe ordinaire a une fente pour permettre à un éclat de lumière d'entrer et d'être diffracté. La diffraction est la dispersion de la lumière pour révéler le spectre des longueurs d'onde qui la composent. Mais le travail du télescope spatial James Webb est si sensible qu'un éclat de lumière submergerait l'optique. Un spectrographe sans fente a donc été installé. La lumière des étoiles recueillie par le grand miroir est envoyée dans un câble en fibre optique pour n'envoyer qu'un seul point de lumière dans le spectroscope. Et c'est là que le grisme prend le relais. Sir Isaac Newton a utilisé un prisme pour découvrir le spectre de la lumière du Soleil, comme tu t'en souviens peut-être. Mais le Webb utilise un grisme. C'est un mot anglais fabriqué à partir de deux autres, Grated Prism, qui signifie prisme à grille. Cela signifie qu'il a de toutes petites rainures qui diffractent le point de lumière que le grand miroir envoie le long du câble en fibre optique et dans le spectrographe. La science qui consiste à lire un spectre de lumière s'appelle la spectroscopie. En analysant les spectres lumineux provenant des exoplanètes, le JWST déterminera quels gaz se trouvent dans l'atmosphère de celle-ci, ainsi que leur densité et même leur température. C'est une avancée incroyable dans nos connaissances. Nous serons capables de dire si une planète contient de l'oxygène ou de l'azote ou du méthane, voire d'autres gaz qui pourraient ou non indiquer que la planète est habitable. Une autre Terre peut-être. Actuellement, le JWST est stationné dans son emplacement permanent. Contrairement au télescope spatial Hubble qui tourne autour de la Terre, le télescope spatial James Webb tourne autour du Soleil. Il orbite autour du Soleil à l'un des points d'équilibre gravitationnel entre le système Terre-Soleil. Il reste simplement là, n'utilisant pas ou très peu de carburant pour maintenir sa position. Comme la Terre est en orbite autour du Soleil, le James Webb stationne à un endroit qui est aussi en orbite autour du Soleil. Il existe 5 points d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. On les appelle les points de Lagrange, du nom de leur découvreur, Joseph-Louis Lagrange, au XVIIIe siècle. Le Webb est stationné sur le point L2, le deuxième des 5 points de Lagrange qui se trouve à 1,5 million de kilomètres dans l'espace, bien au-delà de la Lune. Tout cela pour observer un point de lumière infrarouge. Mais d'abord, les ingénieurs doivent trouver ou acquérir ce point de lumière. Pour obtenir un point de lumière infrarouge, les 18 miroirs hexagonaux ont dû être dépliés depuis leur position à l'intérieur de la fusée Ariane qui a envoyé le Webb dans l'espace. Une fois les miroirs dépliés, leurs positions doivent être ajustées avec une précision microscopique pour que les 18 miroirs produisent une seule image. Plusieurs moteurs minuscules sont fixés à chaque segment de miroir pour effectuer ces ajustements. Ces moteurs, qui doivent être activés individuellement, vont progressivement tirer les segments de miroir en forme de nid d'abeille pour les aligner. C'est une partie essentielle de la mission et il faut des mois pour la mener à bien. Pour aligner les miroirs, afin de produire un seul point lumineux, le télescope spatial James Webb ne doit pas être secoué. Il doit être maintenu absolument immobile. Et cela nécessite 2 autres technologies de pointe, le pare-soleil et le refroidisseur cryogénique. Dans l'espace, la lumière directe du Soleil est très chaude et l'ombre est très froide. C'est pourquoi le télescope spatial James Webb a apporté son propre pare-soleil de haute technologie qui est énorme puisqu'il est aussi grand qu'un court de tennis. Composé de 5 couches individuelles de film Kapton d'1 mm d'épaisseur seulement, chaque couche du pare-soleil a dû être déployée individuellement à distance à l'aide d'un système de 8 moteurs et 139 actionneurs comprenant des milliers de pièces.
Le but du pare-soleil est d'aider le JWST à rester froid. Plus il est froid, mieux c'est. Quant au refroidisseur cryogénique, il sert à le rendre encore plus froid. La température peut être mesurée de 3 façons différentes. En degrés Fahrenheit, où l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212. En degrés Celsius, où l'eau gèle à 0 degrés et bout à 100 degrés. Mais aucun de ces thermomètres n'a de point de départ. Au XIXe siècle, Lord Kelvin a donc imaginé une troisième échelle de température, l'échelle Kelvin, qui commence au zéro absolu, la température la plus froide possible. Le refroidisseur cryogénique embarqué refroidira le JWST à seulement 7 degrés Kelvin, soit 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, pratiquement toute la chaleur des moteurs sera éliminée et le télescope pourra se focaliser sur la lumière d'un seul point sans qu'aucun bruit, autrement dit mouvement, n'interfère avec la qualité de l'image. Enfin, après que toute cette incroyable technologie ait été mise en fonctionnement à distance et comme prévu, nous sommes presque prêts à observer les images infrarouges du miroir géant multisegmenté dont dispose le télescope spatial James Webb. Presque prêt. Un télescope peut collecter toute la lumière qu'il veut, mais au final, il doit aussi être capable de détecter ce qu'il a collecté. Si la lumière n'est pas détectée, elle n'est pas vraiment observée. C'est là qu'interviennent les détecteurs infrarouges. Le Webb en possède 15. Ce matériau semi-conducteur spécialement fabriqué produit une légère charge électrique lorsqu'il est frappé par un photon de lumière infrarouge. Les détecteurs infrarouges du Webb peuvent produire une image haute définition d'1 million de pixels. Quelques-uns des détecteurs peuvent même produire une image de 4 millions de pixels. Ils doivent être suffisamment durables pour durer 10 à 20 ans, sans se déformer ou se corrompre, tout en travaillant à 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À eux seuls, les détecteurs infrarouges du JWST sont une merveille d'ingénierie. Mais de quoi vont-ils prendre des photos? On en vient aux missions du JWST. Elles sont aussi à la pointe du progrès. 70 des 280 premières observations cibles sont des exoplanètes. Y a-t-il une autre Terre? Quelles exoplanètes semblent habitables? Le télescope Webb fournira une analyse spectroscopique détaillée de l'atmosphère de milliers d'exoplanètes connues. Pour la première fois, nous verrons des images d'exoplanètes telles qu'elles apparaissent dans la lumière infrarouge. La cosmologie, l'étude de l'univers, est peut-être la mission principale du Webb. Les galaxies qui s'éloignent si vite que leur lumière est étirée dans l'infrarouge seront une cible de choix pour l'étude. Des centaines d'heures d'observation sont nécessaires pour recueillir la faible lumière infrarouge de ces premières galaxies formées après le Big Bang. Le JWST nous donnera une image de ce à quoi ressemblait l'univers naissant. Les astronomes apprendront de nouvelles informations sur l'énergie noire, qui est à l'origine de l'expansion de l'univers, et sur le rôle que jouent peut-être les trous noirs dans la formation des galaxies. La formation d'étoiles dans la Voie lactée et les galaxies proches fait aussi partie des missions du Webb. En donnant une image à des centaines de systèmes solaires se formant autour d'étoiles naissantes, les astronomes établiront une histoire précise du développement des systèmes solaires. Désormais, les faits remplaceront la théorie et un grand pas en avant sera fait dans notre compréhension de l'espace. Le télescope spatial James Webb est un projet audacieux qui marquera un jalon important dans l'histoire de la science. Des centaines de vaisseaux spatiaux diplomatiques décollent de la Terre et se dirigent vers l'espace. Lorsqu'ils atteignent leur destination, ils sont accueillis par des vaisseaux extraterrestres. C'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. On a réussi à les détecter il n'y a pas si longtemps, dans un système stellaire très proche de chez nous. Celui de Proxima Centauri. Cette étoile, une naine rouge, est la plus proche de notre système solaire. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil, et donc seulement 50% plus grande que Jupiter. Mais Proxima Centauri est 8 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce système stellaire se trouve à 4,2 années-lumière. C'est le temps qu'il faut à un photon pour voyager de cette étoile à la Terre. À titre de comparaison, il ne faut que 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. Si tu décidais de te rendre sur Proxima Centauri, il te faudrait environ 73 000 ans avec une fusée classique. C'est plus long que l'existence même de notre civilisation intelligente. Mais ce n'est pas l'étoile elle-même qui nous intéresse, c'est la planète qui est en orbite autour d'elle. Il s'agit de Proxima Centauri b. Elle est 17% plus grande que la Terre et environ 10% plus lourde. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 7,3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 20 fois plus loin. Mais l'étoile haute, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle n'émet pas autant de lumière et de chaleur que notre Soleil.
La planète Proxima Centauri b se trouve donc en plein dans la zone habitable de l'étoile. Elle est située à une distance si parfaite de son étoile mère qu'il n'y fait pas trop chaud et qu'elle ne se transforme pas non plus en un bloc de glace. En d'autres termes, la température qui y règne permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Cela signifie que Proxima Centauri b pourrait abriter la vie. Mais d'autres observations de la planète ternissent quelque peu le tableau. L'étoile haute est très instable. Sa luminosité change trop fréquemment. En 2017, les astronautes ont été témoins d'un flash catastrophique. L'étoile a accru sa luminosité près de 1000 fois pendant 10 secondes. Avant cela, il y a eu un autre flash, plus faible. La planète a reçu une énorme quantité de radiation. S'il y avait eu de la vie là-bas, cette éruption l'aurait complètement anéantie. Dans l'ensemble, Proxima Centauri b reçoit environ 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les organismes vivants complexes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Les scientifiques affirment que même s'il y avait une atmosphère et un océan sur Proxima Centauri b, ce rayonnement constant les ferait tout simplement disparaître de la planète. Proxima Centauri b est si proche de son étoile haute qu'elle est en rotation synchrone avec celle-ci. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, tout comme la Lune est toujours tournée vers la Terre du même côté. Cela signifie qu'une seule face de la planète reçoit cette terrible quantité de radiation. Et certains experts spéculent qu'une civilisation intelligente pourrait vivre sur le côté sombre de la planète. C'est peut-être cette civilisation qui nous a envoyé l'étrange signal que les astronomes ont capté en 2019. Les scientifiques l'ont décrit comme une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Ce signal radio a été observé pendant 30 jours par l'un des radiotélescopes de la Terre. Les scientifiques ont pensé que le signal était artificiel et qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. On peut supposer que le signal provenait de Proxima Centauri b ou de l'une des lunes qui pourraient se trouver dans ce système stellaire. Mais d'autres observations n'ont pas permis de détecter à nouveau le signal. Désormais, la principale théorie affirme que ce signal radio n'était qu'une sorte d'interférence provenant d'une technologie terrestre. Mais que se passerait-il s'il avait vraiment été envoyé par une civilisation vivant sur la face cachée de Proxima Centauri b? Eh bien, nous pourrons bientôt le découvrir avec certitude. Un tout nouveau télescope est en train d'être lancé dans l'espace. Il s'agit du télescope spatial James Webb. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Une fusée d'appoint décollera de la Terre et entrera en orbite. Puis elle livrera le télescope à un point précis, entre notre planète et le Soleil, où leurs forces gravitationnelles sont à peu près égales. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse dans l'espace, contrairement à la surface de la Terre. Il n'y a pas non plus de nuages ou d'autres conditions météorologiques qui pourraient gêner le télescope. Le télescope spatial James Webb remplacera le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 1990. Ce nouveau télescope coûte 9,8 milliards de dollars. Et voici pourquoi. Il utilisera un miroir aussi large qu'un ring de boxe. Cela lui permettra de voir très loin dans l'espace. Si loin d'ailleurs, que la lumière de certains événements qui s'y déroulent n'aura pas encore atteint la Terre. Cela signifie que nous pourrons littéralement regarder dans le passé. Le télescope spatial James Webb verra l'univers presque immédiatement après le Big Bang. Nous verrons comment les premières étoiles et galaxies sont nées, et comment l'univers s'est transformé en ce que nous observons aujourd'hui. Mais ce télescope pourra aussi être utilisé pour examiner Proxima Centauri b. Les astronomes y chercheront de la lumière artificielle, comme les lumières LED que nous avons sur Terre. Si Proxima Centauri b abrite vraiment de la vie sur sa face sombre, alors les habitants ont dû apprendre à transférer la chaleur et la lumière de sa face éclairée. Et ils doivent aussi utiliser une lumière artificielle pour alimenter la vie de leur côté. Le télescope spatial James Webb est suffisamment puissant pour distinguer les ondes lumineuses émises par l'étoile de celles qui pourraient être créées artificiellement du côté obscur de la planète. Et si nous détectons effectivement une lumière artificielle, nous aurons la toute première confirmation qu'une civilisation intelligente pourrait exister en dehors de notre système solaire. Mais il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs et l'interprétation des données. La seule façon d'établir la vérité une fois pour toutes est d'envoyer une sonde spatiale vers Proxima Centauri b. Nous pourrons alors obtenir de vraies photos de la planète. Le principal problème est la distance. Bien que Proxima Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre, il faut quand même des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Après tout, la sonde spatiale Voyager 1 a eu besoin d'environ 44 ans rien que pour quitter le système solaire. Et ce n'est qu'un minuscule pas par rapport à la distance réelle de l'étoile la plus proche. Nous avons donc besoin d'autres méthodes de déplacement, et elles doivent être beaucoup plus rapides. Certains scientifiques veulent envoyer des microsondes vers Proxima Centauri b. Elles ne sont pas plus lourdes qu'une aiguille à coudre.
Un véhicule de lancement déploiera environ 1 millier de ces sondes en orbite. Puis elles déploieront une voile spatiale. C'est un matériau ultra léger qui utilisera la puissance de la lumière pour créer une poussée. Lorsque la voile sera déployée, un puissant faisceau laser sera concentré sur elle. Cela accélérera les sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ce sera un record de vitesse absolue selon les normes actuelles. Mais il faudra encore environ 21 ans pour que ces sondes atteignent leur destination. Et nous devrons attendre environ 4 ans de plus pour recevoir le premier signal de leur part. Le système stellaire de Proxima Centauri n'est pas le seul monde à accueillir potentiellement la vie. Et l'une des tâches du télescope spatial James Webb est d'en trouver d'autres. Les puissants instruments du télescope lui permettront de trouver des planètes relativement froides, où les températures sont proches de celles de la Terre. Nous pourrons étudier en détail environ 2 douzaines de systèmes stellaires proches. Et nous pourrons détecter non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi leurs lunes. Les scientifiques s'attendent à un bond dans la découverte d'exoplanètes. Dès la mise en service du télescope en 2022, nous détecterons constamment de nouveaux mondes et en apprendrons davantage sur ceux qui ont déjà été découverts. Le télescope spatial James Webb nous permettra aussi de mieux étudier notre propre système solaire, et notamment la lune de Jupiter baptisée Europe par exemple. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau là-bas. Bien qu'Europe ressemble à un bloc de glace, l'interaction gravitationnelle de la Lune avec Jupiter réchauffe son noyau. Cela fait probablement fondre la glace située profondément sous la surface. Il est donc probable qu'il y ait un océan sous la croûte de glace. Des conditions similaires pourraient exister sur Encelade, la lune de Saturne. Cette lune est géologiquement active. Il y a des geysers qui jaillissent des fissures à la surface du satellite. Les instruments infrarouges du télescope spatial James Webb pourront explorer Europe et Encelade, à la recherche de biosignatures. Ce sont les traces d'activité d'organismes vivants ou de bactéries. Ce télescope est prévu pour fonctionner pendant environ 6 ans. Mais à l'avenir, nous en lancerons un encore plus grand. Il s'appelle LUVOIR, qui est l'acronyme de Large UV Optical Infrared Surveyor. Son miroir sera 2 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb et presque 7 fois plus grand que celui de Hubble. Il devrait être lancé en 2039 et mis en orbite à l'aide d'une fusée super lourde. Puis, il faudra livrer le télescope à sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite, il commencera ses observations. Nous pourrions apprendre à voyager plus vite que la vitesse de la lumière à ce moment-là. Ensuite, si nous trouvons une planète potentiellement habitable à l'aide du télescope, nous pourrons y envoyer une sonde spatiale ou même une équipe d'explorateurs. Dans ce cas, une rencontre diplomatique avec une civilisation extraterrestre pourrait devenir réalité. Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celles-ci indiquent la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète,
les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous, elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore.
Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques. Le télescope spatial James Webb, ou JWST, est un peu le paparazzo intergalactique ultime. Il saisit des clichés de certaines des vedettes les plus célèbres de l'univers. Étoiles, galaxies, exoplanètes. Quoi que l'on désire, le télescope spatial James Webb le prend en photo. Alors, si tu es un fan des célébrités cosmiques, jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus belles photos d'étoiles. La nébuleuse de la Carène. L'image de la nébuleuse portant le nom charmant de Carina a été publiée le 12 juillet. Le télescope a capturé une magnifique vue de cette nébuleuse, située à environ 7500 années-lumière de la Terre. Surnommée les falaises cosmiques, il s'agit en fait d'un foyer de jeunes étoiles, dont certaines sont plusieurs fois plus grandes que notre Soleil. La nébuleuse de la Carène est un véritable spectacle céleste situé dans la constellation australe de la Carène. Elle est proprement énorme, avec environ 260 années-lumière de diamètre. Les étoiles massives de cette nébuleuse sont si brillantes et si chaudes qu'elles créent un nuage incandescent de gaz et de poussière autour d'elles. La nébuleuse de la Carène contient également des nuages tourbillonnants de gaz et de poussière où naissent de nouvelles étoiles. Le gaz s'effondre sous son propre poids, devient plus chaud et plus dense, et tout cela conduit finalement à la création de nouvelles étoiles. Cependant, la nébuleuse de la Carène n'est pas seulement un paisible lieu de formation d'étoiles. Elle est le théâtre de certains des événements les plus destructeurs de l'univers, capable de créer de prodigieuses ondes de choc qui anéantissent tout sur leur passage. C'est un majestueux chaos. Le quintet de Stéphane. Cette photo a également été publiée le 12 juillet. Le quintet de Stéphane est un groupe observable de 5 galaxies, situées à une immense distance de notre planète, soit environ 290 millions d'années-lumière dans la constellation de Pégase. C'est comme une réunion de familles cosmiques. Toutes ces galaxies sont liées les unes aux autres et interagissent les unes avec les autres d'une manière très intéressante. Elles s'étendent et s'attirent les unes les autres au moyen de leur gravité.
échangeant constamment du gaz et de la poussière. Cette interaction entraîne la collision et la fusion de certaines galaxies, ce qui peut engendrer toutes sortes d'effets intéressants, comme des sursauts de formation stellaire et des supernovae. Grâce à James Webb, nous avons pu observer des ondes de choc, des queues de marée et d'autres détails étonnants de ces galaxies. Leurs interactions créent un spectacle époustouflant que l'on peut voir clairement sur cette photo. Jupiter. Et voici notre bonne vieille copine géante. Cette image a été publiée par la NASA le 22 août. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est connue pour ses nombreuses lunes et ses magnifiques nuages tourbillonnants. Mais elle possède également un système d'anneaux, tout comme Saturne, qui sont constitués de minuscules particules de poussière en orbite autour de la planète. Ces anneaux sont beaucoup plus petits et moins visibles que ceux de Saturne, mais ils sont tout de même très intéressants. Jupiter possède également des aurores, qui sont des spectacles lumineux colorés se produisant dans l'atmosphère de la planète. Elles sont causées par les particules chargées du vent solaire qui interagissent avec le champ magnétique de Jupiter. Comme sur Terre, elles sont visibles près des pôles de la planète. Mais ces aurores sont beaucoup plus lumineuses et intenses que les nôtres. On peut même observer ce spectacle lumineux depuis l'espace. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure de capturer ce spectacle éblouissant. La photo du télescope spatial montre les aurores de Jupiter, ses anneaux et même deux de ses lunes, Amalthée et Adrastée. Il est étonnant de voir à quel point elles sont nettes et lumineuses sur cette photo. La galaxie de la roue de chariot. La NASA a publié cette image le 2 août. Cette photo nous montre la galaxie de la roue de chariot et ses proches voisines. Cette galaxie doit évidemment son nom à sa forme circulaire et elle ressemble un peu à une roue de bicyclette, n'est-ce pas? Il s'agit d'une masse géante et tourbillonnante d'étoiles, de gaz et de poussière, située dans les profondeurs de l'espace. Elle a la forme d'une roue à fuseau, avec de longs bras en spirale. Ces bras sont maintenus en l'état par la gravité de la région centrale, qui abrite un trou noir supermassif. Mais la galaxie de la roue de chariot est un peu différente des galaxies spirales qui lui sont apparentées. Elle s'est formée lorsqu'une galaxie plus petite est entrée en collision avec une galaxie plus grande, créant une onde de choc qui s'est propagée dans le gaz et la poussière environnante. Nous devrons certainement visiter cette galaxie un jour et cela promet sans doute d'être un voyage endiablé. La galaxie spirale M74. Et voici une autre galaxie spirale. La NASA a publié cette image le 22 juillet. Le télescope James Webb a dû traverser d'épaisses couches de poussière et de gaz pour distinguer ce magnifique amas d'étoiles. M74 appartient à une classe spéciale de galaxies spirales connue sous le nom de galaxies de grand style. Cela signifie que ces bras spiraux sont visibles et clairement dessinés. Il se passe toutes sortes de choses étonnantes à l'intérieur des galaxies spirales. Des supernovas, des étoiles naissant dans des nuages de gaz et de poussière, et bien d'autres merveilles cosmiques. Le gaz et la poussière incandescents, les étoiles brillantes et les motifs tourbillonnants des bras spiraux en font l'un des objets les plus frappants de l'univers. C'est ce que l'on peut clairement voir dans l'exemple de M74, la nébuleuse de la Tarentule. Cette image de la nébuleuse au nom effrayant de Tarentule a été publiée le 6 septembre. La photographie couvre pas moins de 340 années-lumière. C'est une distance colossale. Grâce à cette image, les astronomes ont découvert de nouvelles jeunes étoiles qui étaient auparavant masquées par la poussière. La nébuleuse de la Tarentule est située à 160 000 années-lumière de nous, dans le grand nuage de Magellan. C'est la plus grande et la plus brillante région de formation d'étoiles du groupe local, les galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Elle doit son nom à sa forme, qui ressemble un peu aux pattes d'une grosse araignée. Il s'agit d'une vaste région de l'espace, d'environ 1000 années-lumière de diamètre, qui abrite certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers. L'une des raisons pour lesquelles la nébuleuse de la Tarentule intéresse les scientifiques est sa composition. Celle-ci est proche de celle des régions d'étoiles, dites du midi cosmique. Ce que l'on appelle l'état de notre univers lorsqu'il n'était âgé que de quelques milliards d'années. À cette époque, la formation d'étoiles était à son apogée. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons mieux étudier cette galaxie et découvrir ce qu'était notre univers au sommet de sa gloire. Les anneaux de Neptune. Cette photo a été publiée le 21 septembre
2022. Sur cette photo, on peut même voir 6 petites lunes à côté de la planète, avec Triton qui brille de 1000 feux en haut à gauche. Tu ne pensais quand même pas qu'il s'agissait du Soleil, n'est-ce pas? Eh oui, Neptune a aussi des anneaux. C'est un peu l'accessoire cosmique ultime. Ils ajoutent une touche de glamour et de style à la planète. Mais à la différence des bagues de joaillerie, ces anneaux sont faits de petites particules de poussière, plutôt que de diamants et d'or. 5 anneaux ont été baptisés autour de Neptune. Les anneaux de Gale, le Verrier, la Selle, Arago et Adams. Les chercheurs pensent qu'ils sont relativement jeunes, bien plus jeunes que notre système solaire et bien plus récents que les anneaux d'Uranus, par exemple. Ils ont probablement été créés lorsque l'une des lunes intérieures de Neptune s'est approchée trop près de la planète et a été déchirée par sa gravité. Nous n'avions pas été en mesure d'observer les anneaux de Neptune aussi nettement depuis le passage de Voyager 2 en 1989. C'est donc une excellente occasion d'observer ces anneaux de plus près. Les piliers de la création. Cette photo a été publiée le 19 octobre. Les piliers de la création sont devenus célèbres grâce au télescope Hubble. Mais cette photo est encore plus impressionnante et beaucoup plus détaillée. Ces colonnes, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, mesurent environ 5 années-lumière de haut, ce qui est vraiment, vraiment grand. Et elles ressemblent à de majestueuses formations rocheuses, en beaucoup plus transparent. À l'instar d'un plateau de tournage hollywoodien, il déborde d'actions et d'effets spéciaux. 16 colonnes abritent certains des processus les plus spectaculaires de l'univers. Le gaz et la poussière s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité, formant des amas qui finiront par devenir des étoiles. La région regorge de radiations intenses, de jets de particules à haute énergie et de supernovae. C'est comme une version cosmique de Survivor. Et comme si ce n'était pas assez effrayant en soi, voici une autre photo publiée par la NASA le 19 octobre. Elle a été partagée juste avant Halloween. Ici, les piliers ressemblent à une main sinistre qui s'étire pour attraper quelque chose. Brrr. Quoi qu'il en soit, toutes ces photos nous offrent un spectacle vraiment impressionnant. Elles nous rappellent l'incroyable complexité de l'univers et les choses étonnantes qui se produisent même dans les coins les plus sombres et les plus reculés du cosmos. Espérons que le télescope James Webb continuera de nous émerveiller à l'avenir.